Amis internautes, bonjour. C'est un bijou d'ingénierie, un rêve devenu réalité. Paris et Londres à seulement 2h20 et sans quitter le plancher des vaches, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il va être question du tunnel sous la Manche. Depuis près de 200 ans, l'idée même d'avoir un lien fixe entre la France et l'Angleterre fait rêver ingénieurs et population. Pourtant, ce projet fou n'a failli ne jamais voir le jour et bon nombre de projets ont été tués dans l'œuf. Tout d'abord en 1801, un ingénieur français imagine un tunnel reliant la France et l'Angleterre avec au milieu 2 îles artificielles pour permettre aux voyageurs et leurs chevaux de faire une pause. Parce qu'à l'époque, évidemment, les voitures ça n'existait pas. Mais cette idée restera malheureusement au stade d'idée et n'aboutira à rien de concret. Autre projet notable, en 1833, Aimé Thomé de Gamon conçoit un projet de tunnel ferroviaire qui intéressera même Napoléon III et la reine Victoria. Cependant, la guerre de 1870 stoppa net le projet. Mais c'est en 1880 que le rêve faillit devenir réalité. En effet, en cette année-là, le forage d'un tunnel débute à la fois du côté français et anglais. Mais encore une fois, le projet est avorté, les Anglais ayant peur d'être envahis. Au final, il en restera seulement 3,5 km de galerie comme un symbole d'un rêve impossible. Mais lors d'un sommet franco-britannique mettant en scène la première ministre anglaise Margaret Thatcher alias la Dame de Fer et le président français François Mitterrand, le sujet d'un lien fixe entre la Grande-Bretagne et le continent est évoqué, mais personne n'y croit réellement. C'est alors qu'à la surprise générale, Madame Thatcher annonce qu'elle n'est pas opposée à ce que le secteur privé puisse construire un tel édifice s'il le désire. Cependant, elle impose sa condition, ce lien fixe doit être intégralement financé par des fonds privés, inscrivant ainsi le projet dans sa politique libérale qu'elle appliquait à l'époque. De ce fait, en avril 1985, un appel à projets est donc lancé. 4 projets sont alors proposés. Tout d'abord, Europont. Ce concept se présente comme un pont-tube de 38 km au-dessus de la mer, soutenu par des pylônes hauts de 40 mètres. Donc pour vous aider à imaginer, c'est-à-dire haut comme un immeuble de 13 étages quand même. Et on estime le coût des travaux à l'époque à 10 milliards d'euros pour ce projet. Mais dans une région où le trafic maritime est très important, y implanter des obstacles potentiels comme des pylônes est tout sauf une bonne idée. Vient ensuite Transmanche Express. Cette idée se présente sous la forme de 2 tunnels ferroviaires et 2 tunnels routiers. Afin de tester la viabilité d'un tel projet, des études psychologiques sont lancées, notamment pour voir si certaines personnes ne seraient pas prises de panique en s'enfonçant aussi profondément dans le sol au volant de leur voiture. Malheureusement, il s'est avéré que certaines personnes ne l'auraient sans doute pas supporté. Autre idée originale et certainement la plus ambitieuse, Euroroute. Imaginez, 2 îles artificielles reliant par des ponts et des tunnels avec sur chacune d'elles des habitations et des magasins. Mais aussi intéressante sur le papier soit-elle, cette idée a un défaut de taille. En effet, les îles qui auraient été situées dans les eaux internationales, il aurait été très difficile d'obtenir l'accord de la cinquantaine de pays concernés. Enfin, et c'est le projet qui sera retenu, Eurotunnel, composé de 3 tunnels, dont 2 ferroviaires et 1 de service permettant notamment la maintenance et l'arrivée des secours en cas d'avarie. Le 20 janvier 1986, François Mitterrand et Margaret Thatcher sont alors réunis à Lille pour la signature du projet. Le projet est donc lancé, mais étant entièrement financé par des fonds privés, les délais doivent être respectés, car chaque retard pourrait coûter des millions. Dans un premier temps, il faut déterminer le tracé du tunnel. Pour cela sont réalisées des études géologiques pour déterminer la topographie des lieux. Profondément sous la mer, on trouve de l'argile, et bien qu'il soit imperméable, il est trop mou. Juste au-dessus, on trouve de la craie bleue, imperméable et résistante. Ce matériau s'avère lui parfait pour un tel projet. Et enfin, dans la couche encore au-dessus, celle qui est tout de suite en contact avec la mer, on trouve de la craie grise et blanche, la même que vous utilisez pour écrire au tableau, donc vous imaginez bien que ce n'est pas trop le matériau idéal pour y creuser un tunnel. Le tracé retenu est donc évident, c'est celui qui passera dans la craie bleue. Avec le tracé en poche, il est maintenant possible de commencer à creuser. Ainsi, en 1986, le forage débute depuis le puits de Sangatte, en France. Profond de 68 mètres et large de 55 mètres, l'Arc de Triomphe pourrait y être englouti entièrement. Et du côté anglais, on commence à forer depuis le puits de Shakespeare Cliff. Mais bon, pour creuser de tels tunnels, il est évident qu'on n'y va pas à l'appel à la pioche, mais plutôt avec de bonnes grosses machines à 50 millions d'euros pièce, des tunneliers. Avec leur tête de forage de 8 mètres de diamètre, ces machines dévorent la roche à une vitesse de 500 mètres par mois, c'est-à-dire d'environ 2 cahiers grand format par heure. Donc c'est très lent. Mais ce n'est pas tout, ces machines s'occupent également de poser des voussoirs larges d'1 mètre et pesant plusieurs tonnes qui doivent former l'enveloppe du tunnel parfaitement étanche et indéformable. Et après plus de 4 ans de forage, le 12 décembre 1990 doit avoir lieu la jonction du tunnel de service. Le stress est alors à son comble. En effet, pour que le tunnel soit viable, l'écart entre les deux ne doit pas dépasser 2,50 m. Et à 12h12, c'est la délivrance. L'écart n'est que de 35 cm. 6 mois plus tard, à 3 jours de l'échéance, c'est la jonction des 2 autres tunnels, c'est-à-dire le nord et le sud. Au final, les Anglais ont creusé 87 km, soit 6 de moins que prévu, là où les Français ont creusé 64 km, soit 6 de plus de prévu. Et le volume de déblai est impressionnant, il représente en effet 3 fois le volume de la pyramide de Khéops. Mais malgré ces 3 tunnels, le travail est loin d'être achevé. Il faut maintenant transformer ces trous béants en tunnels ferroviaires fiables et sûrs. C'est-à-dire
construire des échangeurs longs de 155 mètres qui doivent notamment permettre aux trains de changer de voie en cas de travaux ou d'incidents, mais aussi bâtir des galeries de communication entre les tunnels ferroviaires et la galerie de service afin de permettre l'entretien et la ventilation, mais aussi l'arrivée des secours. Puis pour finir, il faut aussi creuser des rameaux d'antipistonnement pour permettre aux trains de voyager à leur vitesse maximale. En effet, sans cela, l'air contenu dans le tunnel ne pourrait pas s'échapper et s'accumulerait devant le train. Enfin, et cela paraît évident, mais il faut également poser les rails et mettre en place tous les systèmes électriques du tunnel. Et parallèlement à tout ça sont construits deux gigantesques terminaux, et c'est peu dire, à Coquelles en France et à Folkestone côté anglais. Et après ces années de chantier, le 6 mai 1994, le tunnel est inauguré avec un an de retard. La cérémonie s'est déroulée au terminal français de Coquelles avec la présence de la reine Elisabeth II et François Mitterrand. Au final, l'ouvrage aura coûté 14,3 milliards d'euros, soit beaucoup plus que prévu à l'origine. Mais qu'importe, le rêve est devenu réalité, l'Angleterre n'est plus une île. Voilà, ce sera tout pour l'histoire du tunnel sous la Manche. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur Bernard Arnault, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à partager, commenter et liker. Ah oui, et puis j'en profite pour vous annoncer qu'on a ouvert un compte Twitter, on y publie des anecdotes, l'avancée de nos vidéos et puis tous nos potins en fait. Donc si ça vous intéresse, le lien de notre Twitter est dans la description. Allez, je vous dis à très vite.